Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, j'adresse moi aussi mes vifs remerciements aux forces engagées dans la lutte contre la criminalité et mon plein soutien aux élus qui subissent les conséquences des trafics. En tant que président de la commission d'enquête du Sénat, conduite avec Étienne Blanc, et co-rapporteur des 2 propositions de loi que nous examinons aujourd'hui, j'ai pu voir que leur mobilisation était inébranlable et qu'elle ne cédait ni face au manque de moyens, ni face au sentiment, parfois, de danser au bord du gouffre. Soyons à la hauteur de leurs efforts et travaillons, comme eux, avec rigueur et ambition. Il m'appartient de prendre la suite de ma collègue rapporteure, Muriel Jourda, en évoquant 2 thèmes majeurs, la procédure pénale et la lutte contre l'emprise du trafic sur notre pays. Le titre 5 relatif à la procédure pénale est particulièrement dense et technique. Il comporte de nombreuses évolutions indispensables pour que les enquêteurs et les magistrats puissent faire leur travail dans de bonnes conditions, sans subir le dépassement technologique qui permet aujourd'hui au réseau d'échapper à la répression. La proposition de loi prévoit un arsenal complet pour leur faciliter la tâche. Je pense au jugement des crimes commis en bande organisée par des cours d'assises spécialement composées, à la mise en place de juges spécialisés de l'application des peines, dont nous vous proposerons d'ailleurs de recentrer le périmètre de compétences sur les profils réellement dangereux, à la création d'un régime exceptionnel d'immunité de poursuite pour les repentis, susceptibles de faire tomber un nombre conséquent de leurs complices ou de fragiliser les réseaux les plus puissants, ainsi qu'à celle d'un statut d'infiltré civil et à la sécurisation des relations entre les policiers et leurs informateurs. Toutes ces évolutions, cumulées, auront un impact déterminant sur la capacité des services d'enquête à comprendre les réseaux délinquants et à identifier les membres du crime organisé. Je gage que le gouvernement nous permettra d'aller encore plus loin sur ce chapitre en levant l'irrecevabilité financière de certains amendements utiles pour mettre fin à cette stratégie de la peur, grâce à laquelle les trafiquants empêchent les victimes de porter plainte et les témoins de les dénoncer. Le procès-verbal distinct, prévu par l'article 16, fera, à n'en pas douter, l'objet de débats nourris. Ces débats sont légitimes car il nous revient de trouver le juste équilibre entre 2 impératifs apparemment opposés, la garantie des droits de la défense et de l'égalité des armes, la garantie des droits de la défense qui ne doit pas s'opposer à la protection de l'identité des personnes menacées, témoins, infiltrés, informateurs ou des méthodes d'action les plus sensibles des enquêteurs qui ne sauraient être révélées sans porter atteinte à la capacité de la police et de la gendarmerie à faire leur travail dans de bonnes conditions. Nous avons constaté, pendant les travaux de la commission d'enquête, que certains outils dont le législateur avait entendu doter les enquêteurs ne pouvaient pas être utilisés car la description de leur fonctionnement dans le dossier de la procédure viendrait, entre guillemets, donner des billes à l'adversaire. Comme on nous l'a expliqué, cette situation n'est pas tenable. Nous ne pouvons pas accepter que le contenu de la loi reste platonique. J'espère que nous pourrons nous mettre d'accord sur ce principe et trouver, ensemble, un juste équilibre. Muriel Jourda et moi-même avons d'ores et déjà modifié la rédaction de l'article 16 pour y apporter de nombreuses garanties essentielles à nos yeux. Nous avons prévu le versement au dossier de la procédure de l'ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention qui autorisera le recours au procès-verbal distinct. Nous avons inséré une mention selon laquelle le recours à ce procédé doit être nécessaire à la manifestation de la vérité, ce qui impliquera un effort particulier de motivation en amont de tout déploiement. Nous avons précisé les conditions du contrôle de la chambre de l'instruction, dont je rappelle qu'il sera systématique sur les éléments inscrits au procès-verbal distinct. Je crois que la solution à laquelle nous sommes parvenus est la bonne et j'espère que le Sénat la soutiendra largement. Nous avons également eu des débats nourris sur le sujet des nullités de procédure. Les notions de manœuvre et de négligence risquent de nous faire passer à côté de notre but, puisqu'elles peuvent elles-mêmes donner lieu à des contentieux. C'est pourquoi Muriel Jourda et moi-même vous proposerons une réécriture permettant de modifier des dispositions qui sont aujourd'hui le support des stratagèmes dénoncés par la commission d'enquête. Certes, c'est une solution plus modeste, mais elle est vraisemblablement plus efficace. Enfin, le dernier titre de la proposition de loi permet de lutter contre l'emprise de la criminalité organisée sur nos infrastructures, dans les prisons et dans certains quartiers. La corruption est une gangrène, une arme de choix grâce à laquelle les trafiquants font progresser leur influence délétère dans tout le corps social. L'article 22 viendra garantir une meilleure prévention et une détection plus facile de la corruption sans stigmatisation. La commission vous proposera un amendement pour étoffer notre dispositif de détection de la corruption dans les ports, infrastructure éminemment stratégique pour les narcotrafiquants, via un recours renforcé à la vidéosurveillance des installations sensibles. Ce qui nourrit la corruption,
c'est parfois l'appât du gain, mais c'est surtout la peur des représailles en cas de refus. Il faut rétablir la confiance dans l'État, dans la protection qu'il peut apporter à ceux qui veulent dénoncer les promesses ou les pressions dont ils font l'objet. De nombreux amendements ont été déposés sur les enjeux pénitentiaires. C'est le signe d'une prise de conscience importante et bienvenue. Là encore, l'intervention du Gouvernement pour permettre l'examen d'amendements judicieux, mais qui génèrent de toute évidence de nouvelles charges financières, sera appréciée sur tous les bancs. En conclusion, je souhaiterais rappeler que c'est le Sénat qui, le premier, s'est saisi du sujet du narcotrafic dans son ensemble, avec la volonté de trouver des solutions pour que nos institutions reprennent l'ascendant face aux trafiquants. L'exemple de nos voisins montre qu'il ne faut pas prendre le risque d'être dépassé par la menace. N'attendons pas qu'il soit trop tard avant de réagir. Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, nous sommes ici afin de modifier notre arsenal juridique pour lutter contre un mal qui fait des ravages partout en France, dans nos moyennes et grandes villes, nos campagnes, sans oublier nos territoires ultramarins, le trafic de stupéfiants. Je tiens à saluer l'excellent travail de Jérôme Durain et d'Étienne Blanc au sein de la commission d'enquête, puis pour la rédaction de ce texte qui a vocation à poser les premiers jalons d'un État plus fort et mieux armé afin de lutter contre le narcotrafic, mais aussi et surtout la violence exacerbée qu'il induit. Il fait de nombreuses victimes, surtout très jeunes. Le groupe socialiste salue dans un premier temps la réorganisation indispensable des acteurs de cette lutte qui ont besoin d'une véritable spécialisation. Cela passe par le renforcement de l'office anti-stupéfiants et la création d'un parquet national anti-criminalité organisée avec une meilleure coopération et une coordination avec les juridictions interrégionales spécialisées. Nous saluons également les nouveaux outils visant à lutter contre le blanchiment, comme la procédure d'injonction pour la richesse inexpliquée ou le gel judiciaire des avoirs, puisque frapper au portefeuille des trafiquants semble parfois devenu une menace beaucoup plus dissuasive que l'incarcération. Le volet relatif au renseignement permettra d'assurer une meilleure coordination entre nos services de renseignement et l'autorité judiciaire. Mais des garde-fous sont nécessaires et nous proposerons des contrôles renforcés de la CNIL ainsi que de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Je l'ai dit, ce texte pose les premiers jalons. Mais soyons clairs, si nous sommes désarmés face au narcotrafic, c'est parce que nous n'avons pas les moyens financiers de lutter contre. Notre pays fait partie des pays européens qui investissent le moins dans leur justice. Nous devons investir massivement dans toute la chaîne pénale afin de recruter des magistrats et des fonctionnaires de justice capables de faire face à la prolifération des affaires. Et ce n'est pas parce que notre justice manque cruellement de moyens qu'il faut désarmer les avocats en violant les droits de la défense. Nous refusons de remettre en cause la probité des avocats qui ne font qu'utiliser les voies de droit légal existantes afin d'assurer la défense de leurs clients. Le code de procédure pénale est un élément constitutif de notre état de droit et la plus grande précaution doit être prise quand il s'agit d'y toucher. Aussi, le groupe socialiste sera particulièrement vigilant pour trouver un juste équilibre entre la nécessaire lutte contre le narcotrafic et le respect de nos principes les plus fondamentaux et de nos libertés individuelles. Nous vous proposerons des amendements en ce sens. Enfin, nous saluons les dispositifs visant à lutter contre la pénétration du narcotrafic en prison. Et à travers nos amendements, nous restons fidèles à nos demandes constantes relatives au respect des conditions de détention dignes, élément primordial afin de lutter notamment contre la récidive. Vous l'aurez compris, le groupe socialiste souscrit pleinement aux objectifs de cette proposition de loi et considère qu'il est urgent de réarmer notre justice et nos services de police, en priorité en leur donnant plus de moyens. Et tout au long du débat, nous resterons vigilants au respect de notre état de droit. Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues. En 2023, avec Guy Benarroche et Jérémy Pachy, nous demandions une commission d'enquête sur le narcotrafic. Nous n'étions que les porte-voix de ces nombreuses familles endeuillées qui désespéraient du manque de réponse de la part de l'État. Personne ne parlait d'elles, de ces mères qui avaient perdu leur enfant, dealers ou victimes innocentes, peu importe. Personne non plus ne parlait de ces quartiers populaires où les habitants vivent sous la coupe des trafiquants qui veulent imposer leur loi, celle de la violence. Cette année-là, la guerre des gangs allait faire 49 narcomicides à Marseille, fusillades à l'aveugle, séquestrations, lynchages mortels diffusés sur les réseaux sociaux. Les trafiquants imposaient et imposent leur terreur. Et nous pensions que Marseille était une ville maudite, que nous étions les seuls à vivre ces drames. Mais lorsque la commission d'enquête a démarré ses travaux, nous avons mesuré l'ampleur du problème. La France était submergée par le trafic. La menace était générale.
Les trafiquants veulent contrôler nos territoires avec des moyens financiers toujours plus importants. Nous sommes en effet sur une ligne de crête, c'est ce que le rapport du Sénat a démontré. Et je remercie Étienne Blanc et Jérôme Durain pour avoir mené ces travaux, qui ont porté le débat sur la place publique, qui ont déclenché la prise de conscience des pouvoirs publics et qui font que nous soyons aujourd'hui en capacité de nous unir pour bâtir une réponse commune. Merci à eux. Le rapport du Sénat a mis l'accent sur le fait qu'il fallait viser le haut du spectre et pas seulement ceux qui sévissent sur les points de deal, mais ceux qui sont heureux, qui vivent heureux à Dubaï, au Maroc, ou qui, depuis nos prisons françaises, commanditent leur meurtre. Monsieur le garde des Sceaux, vous avez commencé à vous attaquer aux conditions de détention des narcos. C'est une très bonne chose. Nous attendons d'en connaître toutes les modalités. Mais la mère de toutes les batailles, c'est la lutte contre le blanchiment. Aller chercher les gros bonnets, suivre l'argent et toucher leur patrimoine. Vous le savez, messieurs les ministres, rien ne pourra se faire sans une meilleure coordination de vos services et un rôle renforcé de l'OFAST. Il nous faudra mettre en place au plus vite le parquet national anti-criminalité organisée, qui sera la référence sur le narcotrafic dans la sphère judiciaire. Et il est urgent de répondre aux besoins de sécurité exprimés par les citoyens, par les élus, et de soutenir les maires qui sont réellement démunis face à ce fléau. Mieux protéger les mineurs, bien sûr, les mettre à l'abri des menaces, des violences, des tortures que leur font subir les trafiquants. J'aurais voulu vous parler de ces mères célibataires, meurtries, stigmatisées, démunies, que vous avez rencontrées, monsieur le ministre, à Marseille, et je sais que cela vous a ému, et vous dire que l'accompagnement, la prévention, les questions sanitaires ou éducatives seront nos prochains chantiers. Je termine en vous disant que rien ne serait pire qu'une fois la loi adoptée, les choses traînent par manque de moyens, et que nous ne puissions donner aux magistrats, aux policiers, aux douaniers, aux agents pénitentiaires les outils juridiques, matériels et humains pour lutter à armes égales contre les narcotrafiquants. Madame la présidente, madame et messieurs les ministres, madame et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, comme l'ont dit les rapporteurs, Jérôme Durain et mes collègues socialistes précédemment, chacun a bien conscience de l'état de la menace qui pèse sur notre pays en lien avec le narcotrafic. Et les maires sont en première ligne parce qu'ils sont les premiers interpellés par les habitants qui subissent les conséquences, les nuisances et même les violences du narcotrafic. Parce que les maires sont les premiers à constater sur le terrain, dans nos quartiers urbains comme dans nos villages ruraux, le manque de moyens publics face à la criminalité organisée autour de la drogue. Les maires sont aussi les premiers à constater comment le trafic de drogue crée une véritable économie parallèle qui attire dans ses filets, y compris les plus jeunes. Et les maires sont les premiers à constater comment le narcotrafic déborde sur l'économie de proximité classique, parce qu'ils voient leur commerce de quartier, de village, disparaître peu à peu au profit d'autres enseignes, épiceries de nuit comme activités au grand jour, dont chacun sait qu'elles servent en fait de couverture au blanchiment d'argent, faisant ainsi de rues entières la propriété et la proie des narcotrafiquants. Mais les maires sont aussi en première ligne face aux conséquences sociales et sanitaires du trafic de drogue. L'impuissance et le désarroi que ressentent les maires face à l'asymétrie entre le pouvoir d'agir de notre République et la criminalité organisée autour du narcotrafic, cette impuissance, ce désarroi, ils le ressentent tout autant quand, jour après jour, mois après mois, ils voient de plus en plus dans leurs rues, ils retrouvent de plus en plus dans leurs gares et sur leurs places publiques les toutes premières victimes du narcotrafic, à savoir les consommateurs eux-mêmes. Au nom du groupe socialiste, écologiste et républicain, je veux dire ici à cette tribune que nous considérons dans l'intérêt de nos territoires que parler de l'accompagnement de toutes les victimes du narcotrafic et donc des consommateurs est indispensable. Pas pour parler forcément légalisation ou dépénalisation, même si à titre personnel ce questionnement ne me heurte pas, mais pour parler surtout de l'accompagnement de celles et ceux sur lesquels le piège du narcotrafic s'est refermé depuis longtemps et qui, désaffiliés, errent dans nos villes et nos villages, le plus souvent dans une très grande précarité, à la recherche de cette dose nécessaire mais jamais suffisante. Nous ne pensons pas que nous ayons été ou que nous soyons hors sujet avec nos amendements évoquant le pilotage de la prévention ou le déploiement des haltes soins addiction. Car pour nous socialistes, une prévention plus efficace
des soins et une mise à l'abri hors de la rue mieux organisée sur tout le territoire national, c'est bien sûr une aide aux consommateurs tombés dans le piège social et économique du narcotrafic, mais c'est pour nous aussi un apaisement, une contribution au retour à cette tranquillité, à cette sécurité publique très attendue par les maires et nos concitoyens, que le narcotrafic a gravement entamé en plusieurs endroits de notre République et que cette proposition de loi propose de retrouver.